Voilà, donc, bonjour tout le monde. Je voudrais encore une fois saluer les organisateurs de cette rencontre, euh, et notamment la bibliothèque d'Alexandrie et l'association des manuscrits islamiques. Également, je voudrais saluer les techniciens et les coordinateurs de cette rencontre en ligne et les interprètes. Voilà, donc le thème de cet atelier est intitulé Tarek Zander, édition, tradition et annotation. Alors, donc cet atelier est basé sur un plan. Et donc, dans un premier temps, je voudrais faire une présentation de l'auteur du manuscrit, également une présentation du manuscrit et faire une étude curricologique du manuscrit qui consiste à faire la description du manuscrit. Et en deuxième partie, je propose de parler de l'édition critique du manuscrit, avec bien sûr la définition et les analyses linguistiques, hein, les termes linguistiques qu'on trouve dans le manuscrit, et également faire une étude historique du manuscrit, et ensuite, en troisième partie, je parlerai de la traduction, comment est-ce que je suis en train de m'organiser pour faire la traduction de ce manuscrit. Et puis également, je ferai aussi des commentaires, des annotations autour de ce manuscrit, de son importance, pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce manuscrit. Et enfin, la conclusion. Alors, donc, d'abord, avant de commencer, je voudrais parler de ce manuscrit parce que c'est un peu de faire un aperçu historique autour de ce manuscrit. Parce que le manuscrit, le Tarek Zender, et d'autres manuscrits sur lesquels j'ai eu à travailler, ont été trouvés à partir d'une prospection, un projet de prospection, d'acquisition et valorisation des manuscrits arabes et adjami du Niger que j'ai mis en place ici au sein du département des manuscrits arabes et adjami en 2008. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le projet? Le but de ce projet, le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du Niger en matière de protection et valorisation du patrimoine culturel. Son objectif est de s'inquérir des conditions de conservation des manuscrits anciens du Niger et de sensibiliser les détenteurs des manuscrits et de leur importance, c'est-à-dire l'importance des manuscrits. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons eu à sillonner tout le pays, par région, aller à la rencontre des manuscrits et surtout à la rencontre des propriétaires des manuscrits des bibliothèques privées. Parce que, comme c'est ce qu'on a coutume de dire, en Afrique et dans les pays du Sahel en général, et contrairement à ce qu'on pense, on trouve des manuscrits dans chaque famille, chaque village et
également chaque région. Et donc, c'est à partir de là, c'est ce constat qui m'a amené à monter ce projet et sillonner tous les pays. Et en même temps aussi, puisque à côté de en termes de valorisation, nous nous sommes dit que, bon, c'est bien de conserver les manuscrits, c'est bien de les protéger, mais aussi il faut les valoriser. Et puis aussi, il faut aussi trouver des moyens d'amener la population, hein, et puis aussi les décideurs, hein, les hommes publics, à s'intéresser à ce patrimoine. Et c'est là que l'idée m'est venue à chaque mission de recherche, de trouver un manuscrit phare d'une région qui parle surtout de l'histoire d'une région et de le travailler et de le publier, le mettre à la portée du grand public. Alors, dans ce cadre-là que je fais une première publication de manuscrits à travers une recherche dans la région de Tillabéri, c'est-à-dire la région du fleuve. Là, je m'étais tombé sur un manuscrit intitulé Tare Sinder. Tare Sinder, que j'ai eu à travailler. Voilà le Tare Sinder. Et donc, c'est le Tare Sinder qui a été publié en 2007. Voilà l'exemplaire. C'est une histoire sociale. Alors, histoire sociale des populations, l'expérience liée à l'édition et à la tradition de ce texte, de ce manuscrit, et l'intérêt de la population vis-à-vis de ce manuscrit et de la publication m'a amené de continuer à travailler dans ce sens, c'est-à-dire que de choisir les manuscrits qui parlent de l'histoire sociale, de la vie des populations des gens, et les travailler, les publier, et faire en sorte que la population, les gens s'approprient de leur histoire. Et donc, c'est l'expérience liée à la publication et puis tout ce qu'il y a eu comme communication autour de cet ouvrage m'a amené à continuer dans ce sens et à continuer à travailler et à traduire les manuscrits de valeur historique et plus particulièrement d'histoire sociale. Et comme vous avez eu à constater, très souvent aussi, entre Tare Sinder et Tare Zander, il y a une seule différence dans la prononciation, c'est le S. Hein, Tare Sinder, c'est écrit, Sinder c'est avec S. Donc, Tare Sinder avec S, tandis que Tare Zander, c'est avec Z. Alors, donc je suis parti directement à travailler sur l'histoire de Zander, sur ce manuscrit, compte tenu mais aussi l'appel de la population, parce que très souvent aussi les gens faisaient souvent confusion entre Sinder et Zander. Quand, bien sûr, ceux qui connaissent Zander viennent me demander le livre de Tariq Zander. J'ai dit non, ce n'est pas Zander, c'est Sinder. C'est Sinder qui a été publié. Et donc, très souvent, il y a eu cette confusion. Du coup, j'ai dit, bon, il serait bien d'écrire aussi enfin d'écrire, de traduire, de trouver un manuscrit et qui parle de l'histoire de Zander. Et c'est là que je suis tombé sur ce manuscrit qui est intitulé Tariq Zander, que je suis en train de, de travailler, d'étudier depuis bientôt 3 ans. Alors, l'auteur du manuscrit Tariq Zander
s'appelle Buhari Tanudé. Et donc, celui-là, c'est un grand lettré, un grand érudit que j'ai eu à rencontrer plusieurs fois et qui est habitant d'Agadez, au nord du Niger. Et donc, c'est un lettré agadésien qui est auteur de plusieurs manuscrits sur l'histoire du Niger. Donc, l'histoire du Niger, il a travaillé aux côtés de Boubou Hamma. Et Boubou Hamma, qui est de ce côté-là, qui est aussi un très savant, enfin, c'est un savant, un érudit, nigérien, poète, philosophe, historien et homme de lettres, hein, donc, qui est né en 1906. Alors, donc, ces deux hommes se sont influencés tout au long de leur parcours et Boubou Hamma a joué un rôle très important dans la rédaction des manuscrits historiques, écrits par le savant Buhari Tanudé, qui est encore vivant et qui se trouve à Agadez. Donc voilà en ce qui concerne l'auteur, et ce manuscrit, Tariq Zander, a été écrit en 1968, donc à la demande de Boubou Hamma. Alors, la localisation du manuscrit en question, du manuscrit Tariq Zander, et ce manuscrit est référencé à la bibliothèque des manuscrits du Niger, donc sous le numéro 37. Et donc cette référence figure à la page 47 hein, du catalogue des manuscrits du département des manuscrits de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Et donc, dans ce catalogue, à la page 47, on trouve la référence du manuscrit qui fait l'objet de cet atelier, de cette conférence. Alors, lorsqu'on passe à la présentation du manuscrit, donc cette présentation à travers l'étude codicologique du manuscrit, et donc là, c'est très important parce que depuis un certain temps, avant de traduire un manuscrit, hein, on sait très bien qu'il y a différentes étapes à parcourir, à passer, et ces étapes-là sont indispensables pour une meilleure compréhension du manuscrit. Donc, pour une meilleure compréhension du manuscrit. Et je voudrais, avant de continuer aussi, dire hein, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions et peut-être toutes les 20 minutes, on peut s'arrêter pour échanger et continuer hein, notre atelier. OK. OK, donc la codicologie, c'est pour définir hein, cette science qui nous permet de décrire le manuscrit. Donc la codicologie des manuscrits est une science qui permet, à partir des éléments d'analyse, de faire la présentation matérielle de l'écriture et du papier, en mettant en valeur le manuscrit. Il s'agit là, bien sûr, de présenter le manuscrit tout en le mettant en valeur. Parce qu'il faut aussi dire que le manuscrit, l'aspect extérieur du manuscrit est aussi important que l'aspect intérieur, pas seulement le contenu. Alors, depuis bien avant, les travaux sur le manuscrit se dirigent directement sur le contenu. Donc, certains aspects liés
à la présentation matérielle et à l'esthétique du manuscrit échappe à l'analyse des chercheurs, mais depuis quelques années, cette étude codicologique qui permet de faire un travail approfondi, de faire une analyse approfondie du manuscrit, de l'aspect extérieur, de l'aspect physique du manuscrit. Et donc, c'est un aspect très, très important qui permet de mieux connaître le manuscrit avant de rentrer dans l'analyse du contenu. Pardon. Alors, donc, il s'agit du manuscrit numéro 37. Numéro 37 du volume 1 du catalogue des manuscrits conservés au département des manuscrits arabes de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, ce manuscrit commence, l'incipit commence par Basmala, donc Bismillahirrahmanirrahim, et puis ensuite vient une élogie qui couvre le premier folio. Donc, le premier folio est dédié aux formules pieuses et le salut sur le prophète. Et c'est seulement à partir du deuxième folio que nous arrivons aux informations concernant l'auteur du manuscrit même. Et l'auteur qui est rien d'autre que Tanoudeh al-Buhari, al-Tombouksi al-Agadezi. Et le titre du manuscrit le manuscrit est intitulé Dia al-Niger min Tarikh Zander. Dia al-Niger min Tarikh Zander. Et donc, pour plus en termes d'esthétique, nous avons choisi de l'intituler tout simplement Histoire de Zander. Alors, ce manuscrit comprend 27 folios séparés par des réclames. Comme vous le savez, les réclames, c'est les derniers mots qui sont répétés à la page suivante. Il faut aussi dire que nous allons voir le manuscrit et ce manuscrit était aussi paginé. Par la suite, ce manuscrit a été paginé et en même temps qu'il comporte des réclames qui permettent de retrouver les différentes folios, les différentes pages. Alors, 27 folios et le nombre de pages, 47 pages. Alors, la date du manuscrit, c'est en 1968. En 1968, et le manuscrit, nous avons bien sûr dans la présentation du manuscrit le début du texte et puis aussi la fin du texte. Et donc, nous avons le terme intaha qui montre à la fin du texte qui est un terme, une expression qui indique de ponctuation, un séparateur, mais aussi qui indique la fin du manuscrit, avec bien sûr le salut sur le prophète. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salat wa salam ala Sayyidina Muhammad. Et donc, qui indique la fin du manuscrit. Nous avons choisi ici le début du manuscrit, non pas parce que ça commence par Ya Bunayya inna zander fi zaman al-qadim kana zat asya. Et nous avons choisi le début du manuscrit à ce niveau-là. Vous avez très bien vu qu'il y avait les 3 points, ce qui montre qu'il y a le texte avant. Et le texte qui était avant, bien sûr, c'était le texte
l'élogie, hein, le salut sur le prophète et les formules pieuses, hein, tout ce qu'on rencontre, le champ préparatoire, comme on dit, le champ préparatoire du manuscrit qui permet, en tout cas, après le basmala, toutes les formules qui viennent pieuses, le salut sur le prophète et les élogies qui sont rapportés dans l'incipit, hein, du manuscrit avant d'annoncer l'auteur, avant que l'auteur se présente, avant que l'auteur présente le manuscrit et avant que l'auteur donne le titre du manuscrit. Et nous avons, ce qu'on avait dit au début, nous avons choisi de commencer par Ya Bunayya inna zander fi zaman qadim kana zat al-ashjar. Et donc là, c'est comme début du texte. Et puis, comme la fin du texte, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Et donc, voilà, en ce qui concerne l'écologie, la codicologie du manuscrit en termes de présentation la descriptive du manuscrit Tare Zinder. Alors, le sujet évoqué par ce manuscrit, très rapidement, mais on va y revenir de façon approfondie. Alors, le sujet évoqué par ce manuscrit concerne l'histoire des Anders et traite de l'histoire sociale de la région des Anders au XIXe siècle pendant l'occupation coloniale. Le manuscrit traite de l'histoire du sultanat des Anders, son organisation sociopolitique et ses relations avec les autres sultanats et la venue, surtout la venue de la mission Casimajou chargée de reconnaître la ligne Saï-Baroa jusqu'au lac Tchad. Saï-Baro jusqu'au lac Tchad. Donc, c'est vraiment durant ou pendant l'occupation coloniale, hein, c'est l'histoire sociale, mais aussi c'est l'histoire euh, euh, politique, l'histoire culturelle et l'histoire de notre espace des Andes, du Niger, mais aussi l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, et une histoire récente. Il faut noter que ce manuscrit est Tariq Sinner, qui a été écrit par l'auteur, le savant, l'érudit lettré Buhari Tanoudé, a été écrit 60 ans après les événements. Donc, 60 ans après les événements, et ce qui fait que c'est l'auteur, on peut dire qu'il a eu des informations authentiques et il a essayé de fixer par écrit. C'est très important parce que le caractère oral, bien sûr, on le trouve en Afrique, ce caractère oral. Et donc, puisque comme on a eu à le voir, hein, c'était, tout commence avec le discours oral et qui est transformé en récit, mais c'est un récit historique qui parle d'une histoire locale. Alors, avant d'entamer la partie consacrée à l'édition critique du manuscrit, s'il y a des questions, si je ne sais pas ce que les organisateurs pardon, ont prévu, si utile de répondre à certaines questions et continuer, je vais le faire, sinon je continuerai ma présentation et à travers l'édition critique du manuscrit. Alors, cette partie hein, du travail hein, consacrée à l'édition critique est une partie très, très importante.
parce que jusqu'à une période récente, je ne parle pas des autres traditions manuscrites, je ne parle pas des autres les travaux effectués sur les manuscrits orientaux ou bien occidentaux, mais en ce qui concerne les manuscrits africains, les, les travaux qu'on a eus sur les manuscrits. OK, OK, OK. Les travaux qu'on a eus sur les manuscrits africains étaient des travaux qui étaient menés de façon directe sur le contenu. Donc, on passe directement à la traduction du manuscrit. Bien sûr, c'est vrai que très souvent, les chercheurs sont pressés d'aller au contenu du manuscrit sans passer par des étapes méthodologiques qui consistent à bien analyser, à bien décrire le manuscrit. Et bien sûr, toutes ces étapes sont liées. On ne peut pas aller traduire un manuscrit sans faire la description du manuscrit, sans faire sans décrire, sans avoir faire l'historique du manuscrit. Et donc, il y a des étapes indispensables à faire. Donc, et l'édition critique également fait partie de ces étapes, parce qu'il faut connaître le texte, il faut bien sûr réécrire le texte, il faut relire le texte, il faut relever les différentes les problèmes syntaxiques, les problèmes grammaticaux, etc., notamment de grammaire et autres. Et également, surtout en ce qui concerne les manuscrits africains et ouest-africains, où nous avons également aussi ce qu'on appelle l'écriture adjami, qui intervient dans la rédaction des manuscrits. Et donc, c'est très, très important de suivre certaines étapes dans l'édition du manuscrit. En principe, pour mener à bien une édition critique, il faut avoir plusieurs copies du manuscrit à éditer. Donc, il faut avoir plusieurs copies du manuscrit à éditer. Donc, en général, il faut avoir au moins deux copies, deux numéros, deux copies de manuscrits. Et là, c'est important de regrouper les collections. Et très souvent, surtout en ce qui concerne les manuscrits africains, nous avons souvent des collections un peu partout. Et le plus souvent, on peut trouver facilement, hein, on peut se procurer au moins deux manuscrits conservés, très souvent d'ailleurs, dans la même collection, dans les mêmes bibliothèques. Parfois, bien sûr, si on peut les avoir aussi dans des bibliothèques différentes. On peut les avoir également dans des bibliothèques différentes. Et alors, en ayant ces manuscrits, hein, le manuscrit, on a choisi, identifier ces manuscrits, soit on prend comme point de départ une seule copie, donc très souvent le travail d'édition se fait sur une seule copie et tout ce qui diffère dans l'autre en comparaison avec l'autre copie. C'est-à-dire que on doit choisir entre les deux copies, soit en fonction de la date, soit en fonction de lisibilité de l'écriture, soit en fonction aussi de l'état du manuscrit. Parce que si vous avez un manuscrit, deux manuscrits, dont un est complet, l'autre n'est pas complet, même si celui qui est complet est récent, on prend celui qui est complet. Et donc, il y a des paramètres pour choisir le manuscrit mère, c'est-à-dire le manuscrit A, si on veut le nommer, hein, manuscrit A, manuscrit B, et donc on choisit le manuscrit A et en termes en fonction soit de la date ou bien de le fait que ce manuscrit soit complet, ou du fait que le manuscrit est lisible,
Parce que si le manuscrit pose des problèmes de lecture, ou bien si le manuscrit, si bien qu'il est ancien, il est incomplet, donc ça va être très difficile de travailler sur ce manuscrit-là. Et du coup, on choisit le manuscrit de base en termes de l'ancienneté, de lisibilité, etc., etc. Et donc, ce qui est important ici, c'est que ce qui est édité correspond bien à une réalité de manuscrit de base. C'est ça qui est important. C'est ce qui est édité, ce qui est édité, travaillé, analysé et par la suite traduire. Il faut que ce texte-là correspond bien à une réalité, au manuscrit en question. Alors, lorsqu'on prend toutes les copies à pied d'égalité et on sélectionne ce qui nous paraît correct en signalant en note les variantes de chaque copie, alors là, on a l'avantage, c'est qu'il y a la cohérence du texte avec possibilité ici aussi de reconstituer chaque version. On peut aussi, là, il y a bien sûr une certaine cohérence quand, bien sûr, vous avez deux copies identiques à pied d'égalité en termes de valeur. Et là, ça donne plus de cohérence, mais aussi avec la possibilité de reconstituer chaque version. Alors, le plan d'une édition critique, donc c'est une édition critique, et, comme vous le savez, hein, c'est la partie la plus ardue hein, du travail d'analyse d'un manuscrit. Et donc, ben, bien sûr, tout ce travail s'appuie sur un plan scientifique bien défini, qui a été bien défini. Et donc, ce plan obéit d'abord, il faut parler du thème évoqué par le manuscrit édité. Le thème, c'est ce que nous venons de dire hein, par rapport à ce manuscrit qui parle de l'histoire sociale durant la période coloniale. Donc, l'histoire sociale de cette région des Andes durant la période coloniale. Il faut également faire un aperçu sur l'auteur. On doit parler de l'auteur du manuscrit. C'est très important. Ce sont des éléments qui permettent d'aider, bien sûr, par la suite à la traduction. Parce que si nous connaissons beaucoup de choses, si nous avons beaucoup d'informations sur le manuscrit, bien sûr, ça va permettre une traduction facile, rapide du manuscrit, une bonne connaissance du manuscrit. Et donc, le thème évoqué par le manuscrit édité, un aperçu sur l'auteur, les copies adoptées, leur origine, leur écriture, leur état. Voilà, il faut parler aussi de la situation des copies des manuscrits, les copies sélectionner les copies choisies. Il faut expliquer les raisons pourquoi vous avez choisi telle copie au détriment de telle. Et il faut donner des arguments par rapport à ça. Également, il faut aussi appliquer les conventions d'édition. Une édition critique est basée sur des conventions qui délimitent les règles. Pourquoi vous avez choisi ça à la place de telle chose, etc., etc. Donc, c'est très important de fixer ces règles-là avant. Alors, donc, pardon. Alors, les conventions d'édition, également, sur les quelques exemplaires papier édition doit comporter la première page. On doit bien sûr aussi avoir dans ce plan d'édition la première et la dernière page de chaque manuscrit. Donc, les manuscrits, notamment A ou le manuscrit B, on doit avoir les premières pages. Moi, je m'en dis la première page, mais je mettrai
au moins 3, 4, 5 premières pages du début et 5 dernières pages de la fin. Oui, bien sûr, ces parties du manuscrit seront scannées et ajoutées au manuscrit. Après viendra bien sûr l'édition critique. Le texte ici, il s'agit du texte arabe, hein, et puis la bibliographie, l'index et les tables de matière sont des parties traditionnelles de toute publication. Alors, les conventions, il s'agit ici de mettre les citations. Par exemple, dans le manuscrit, si on rencontre des citations, il faut définir déjà de l'introduction ou la partie réservée aux avertissements que les citations, par exemple, les citations, notamment soit des auteurs, d'autres auteurs, ou bien les citations des textes sacrés, coraniques, les hadiths, etc., soit les mettant entre parenthèses ou en italique. Donc, très souvent, moi, je mets souvent ces citations-là en italique, hein, pour que ça soit visible dans le texte édité. Très important qu'un texte sacré, le Coran, les hadiths, donc on garde et cité, et nous le gardons tel quel en signalant, on peut aussi signaler en note la version reçue du texte. Et également pour des raisons de commodité, nous avons élaboré un système de notes très simple où nous limitons avec des symboles, hein, les récurrences, les usages de 2 ou 3 symboles. Par exemple, le premier symbole, hein, c'est-à-dire que quand on compare les deux manuscrits, nous avons à partir des appels pour les appels de notes, hein, les notes de bas de page, hein, en mettant le premier symbole qui sélectionne une séquence pleine ou vide, hein, qui est concernée par l'appel de notes. Et puis ensuite, nous avons le deuxième symbole qui sélectionne une séquence pleine ou vide dans la séquence déjà sélectionnée. Donc déjà, dans une séquence déjà sélectionnée, et nous avons ce symbole-là que nous utilisons pour tout cela. Et également, le troisième symbole sélectionne une séquence pleine ou vide dans la séquence doublement sélectionnée. Et quand il s'agit d'une séquence doublement sélectionnée, par exemple, c'est un cas qui est souvent rare, hein, et qu'on trouve dans le système. Et donc, ces conventions-là doivent être signalées déjà pour que le lecteur soit mis au courant de comment l'auteur a procédé et de se retrouver dans la lecture du texte par la suite, afin de se retrouver dans la lecture du texte par la suite. Alors, ici, nous avons les deux manuscrits proprement dit en images, mais je vais peut-être revenir aussi sur le texte proprement dit, donc sur le manuscrit A, et ici, nous avons le manuscrit B. Et vous avez vu déjà que le manuscrit B, nous avons la première page et il nous manquait la deuxième page, nous avons la troisième page. Donc, c'est une des anomalies qui nous a poussé à ne pas utiliser ce manuscrit, si bien que c'est le manuscrit qui me paraît le plus ancien, parce que aussi, et aussi pour le support, plus intéressant, parce que le support est vraiment bon, le papier, c'est un papier correct,
tandis que le manuscrit A, vous avez vu, qui est écrit sur un papier carolé, hein, récent, mais qui est plus complet. Voilà, donc, alors, comme je l'ai dit tantôt, ces deux manuscrits sont conservés à Niamey, à la bibliothèque des manuscrits, sous la référence 37. Donc, nous n'avons pas eu de difficultés parce que ces deux textes qui devraient être séparés ont été, bon, parce que aussi ça a été classé en fonction de l'auteur, c'est sûr. Buhari Tanoudé, l'auteur de ces deux manuscrits, si bien que ceux qui ne les ont pas, ce n'étaient pas des manuscrits orthographes hein, de Buhari. Donc, ce sont des manuscrits qui ont été repris. Mais nous n'avons pas le nom de ceux qui les ont recopiés. Et bon, lui, l'auteur, est en ce moment très âgé et pas la peine. Donc, nous n'avons pas pu nous approcher de lui pour savoir, pour avoir plus de commentaires, d'informations sur les copistes, ceux qui ont repris ces manuscrits-là. Mais ce qui est important, c'est que, bon, bien sûr, en termes de classement, au niveau de la bibliothèque, les deux copies se retrouvent dans le même numéro. Et il faut aussi dire que ce manuscrit a fait l'objet d'une étude par un grand historien hein, nigérien, André Salifou. Hein, il a fait une première étude sur ce manuscrit. Mais comme je l'ai dit, hein, les premiers travaux sur les manuscrits, c'était plutôt un travail de commentaire que de traduction. Parce que les gens passaient directement au contenu sans faire allusion à la description du manuscrit et de l'édition critique. Donc, du coup, bon, bien sûr, je ne vais pas dénigrer ces travaux, mais c'était avec les moyens de l'époque. Hein, mais aujourd'hui, il y a plus de possibilités d'acquérir d'autres méthodes de travail et que c'est très important pour les manuscrits africains. On doit dans la valorisation à travers les publications, on doit suivre les méthodes scientifiques qui se font partout ailleurs. Donc, on ne doit pas dire que, bon, puisque c'est les mentions, on va passer à les étudier, analyser sans appliquer les méthodes, parce que il faut une méthodologie bien appliquée, adaptée à cela. Et aujourd'hui, à travers la codicologie, la paléographie, etc., on peut mettre en valeur ces manuscrits-là, ces manuscrits africains, au même titre que les autres manuscrits. Alors, le manuscrit A est complet, tandis que le manuscrit B est incomplet. Nous avons donc choisi de travailler sur le manuscrit A qui est complet. Alors, la différence entre les deux manuscrits se trouve surtout au niveau de l'absence de quelques folios et le papier, et la différence du papier aussi, dont je viens de parler. Parce que le papier du manuscrit A est vraiment récent, avec les petits carreaux. Alors, les copistes n'ont pas porté leur nom sur les copies. Et il n'y avait pas le nom des copistes, mais on a le nom de l'auteur du manuscrit. Certainement, aussi, très souvent, lorsqu'on ne trouve pas le nom des copistes, c'est que ça veut dire que c'est un manuscrit qui a été commandé, une copie qui a été commandée et que le destinateur n'a pas voulu ni mettre son nom, ni mettre le nom du copiste. Donc, c'est le destinateur, auteur de la commande, qui dit hein, ce qu'il compte voir sur son manuscrit. Il faut aussi dire que ces deux manuscrits ne comportent pas de notes marginales explicatives qu'on trouve souvent sur
les manuscrits. Alors, avant d'aller venir ici, je voudrais revenir sur... je voudrais... Donc, comment faire? Je voudrais... Voilà, donc, je voudrais revenir au texte pour vous montrer quand même, ça c'est le texte, alors ici nous avons le texte, le manuscrit incomplet, hein. Ça c'est le manuscrit incomplet. Vous avez vu, au début, nous avons commencé à travailler sur ça parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est le papier qui nous a beaucoup attiré. Mais après, nous nous sommes rendus compte que ce manuscrit n'est pas complet et nous avons changé pour travailler sur le deuxième manuscrit. Que nous, également, ici, nous avons plusieurs copistes parce que l'écriture diffère, hein, du début, au milieu et à la fin. Donc, peut-être le fait que il y a eu plusieurs copistes a fait que il y a eu les copistes ont dit oublier quelques pages du manuscrit. Et c'est bien dommage. Alors ça, c'est le manuscrit B que nous désignons comme manuscrit B et qui n'a pas été choisi. Hein. Ce n'est pas sur ce manuscrit que nous travaillons. Donc, je dois défiler jusqu'à la fin. Voilà la fin du manuscrit. 53 pages. Alors, maintenant, on va regarder le manuscrit, l'autre manuscrit que nous avons choisi. Voilà, donc, bon, à vue le papier n'est pas attirant, hein, mais c'est le texte est complet, l'écriture est affirmée, lisible, nette, hein, c'est bien écrit. Et donc, voilà les arguments pourquoi nous avons choisi ce texte. Et il y a des réclames. Nous avons les réclames ici. Voilà, donc, il y a Basmallah et ça commence avec la formule pieuse, hein, Alhamdulillah, Allazi anzal al-kitab ala ashraf al-muslimin, etc. Et donc, c'est l'élogie jusqu'à à ce niveau, jusqu'au milieu du folio. Et ce manuscrit, quand nous allons jusqu'à la fin, et nous avons les mêmes procédés vers la fin, dans le colophon, c'est à peu près le même que le manuscrit B. Et ça, j'ai trouvé que bon, ils ont essayé les copistes au niveau du colophon, en tout cas, de, de procéder à la même forme. Voilà ce qui concerne les manuscrits
proprement dit, hein, sur lesquels est basé ce travail d'édition critique et de traduction. Alors, donc, je reviens sur, le PowerPoint, voilà, ma présentation. Alors, donc, voilà, donc, quand on rentre dans le manuscrit, hein, bon, la première chose, c'est ce qui pose beaucoup de difficultés hein, dans l'étude des manuscrits ouest-africains, les questions linguistiques, parce que intervient dans le manuscrit des mots locaux qui expriment parfois les toponymes, hein, des noms de lieux qui sont très souvent transcrits en langue locale. Et ces noms de lieux, nous avons, par exemple, quand on regarde, hein, j'ai recensé quelques mots de lieux qu'on trouve dans ce manuscrit. Donc, il y a Fonimi, et Fonimi, c'est le quartier où réside hein, Boari Tanoudé. Comme nom de lieu également Agadez. Bon, Agadez c'est connu, Zander, c'est connu, Zenderma, Zinderma, Myria, c'est connu. Mais c'est des mots qui sont des mots locaux. Et donc, pour des chercheurs ou ceux qui travaillent sur les manuscrits, ça, non avertis auront des difficultés à progresser dans l'analyse, dans le travail de traduction. Une fois que ces mots, même pour ceux qui connaissent la région ou la langue, etc., ou les langues, parfois ça pose des problèmes parce que la transcription en arabe de ces mots locaux pose beaucoup de problèmes et parfois ça joue sur la compréhension du texte et l'analyse du texte. Alors, Zanju c'est Zongo, hein, Zongo. Bornu, c'est connu, Sokoto, Zongo, Darwa, etc. Gobir, hein, Gobir, c'est connu également. Et de la même manière, nous avons des noms propres locaux. Alors, les noms propres, vous savez très bien que bon, il y a des noms propres musulmans. Hein? Quand on écrit Omar, quand on écrit Issa, quand on écrit Suleiman, ça ne pose pas de problème. C'est un texte arabe. Mais lorsque les noms propres sont écrits qui sont basés en langue locale, dans les langues locales, les noms propres locaux qui ne sont pas des dérivés de l'islam, de noms musulmans, et sinon, l'écriture de ces noms propres-là, parfois des expressions qui désignent des noms propres posent des difficultés. Hein? Hein, par exemple, lorsqu'on a dans l'Adi, ici on a dans l'Adi, mais nous avons également des villages autour des Andes. Nous avons essayé de savoir est-ce que dans l'Adi, le nom propre ou bien dans l'Adi, nom de lieu. Parce qu'il y a, vous allez voir sur une carte qui va venir, et autour des Andes, il y a des villages qui s'appellent dans l'Adi. Donc ça, tout ça, c'est même après le travail d'édition critique et d'analyse, il faut aussi des connaissances de terrain. Il faut aller sur le terrain pour questionner, pour interviewer les gens, pour essayer de savoir hein, certaines choses parce que
et parfois l'écriture même, comment écrire certains noms propres, c'est très important. Et alors, il y a également Mejan Hali. Mejan Hali, c'est carrément, c'est un nom propre, mais c'est une expression, c'est un nom Hausa, c'est une expression hein, qui désigne une personne. Donc, Abagutu, hein, tous ces noms-là, et des noms qu'on trouve hein, dans le manuscrit. Et là, ce n'est que quelques mots des premières pages hein, que nous avons essayé de relever pour cette présentation. Il y a également important aussi dans la traduction, dans l'étude, dans l'édition critique des manuscrits aussi, de faire référence à la transcription, notamment, bon, très souvent la transcription concerne surtout les manuscrits adjami, les manuscrits qui sont dans les langues locales, parce que c'est important de réécrire, c'est la réécriture de la graphie initiale d'un texte avec une autre graphie. C'est ce qui a été fait dans l'autre sens, hein, des mots locaux africains qui ont été réécrits avec la graphie arabe. Et donc, de faire la transcription de ces mots pour que, bien sûr, la prononciation soit, pour que ces mots ou ces textes soient bien prononcés. Alors, donc, la transcription permet de lire un texte avec une nouvelle graphie en utilisant la lampe ici par rapport au texte, les noms locaux ou les écrivants. En même temps, nous faisons des notes de bas de page hein, où nous faisons la transcription de ces noms à partir des caractères latins pour que ces noms soient bien prononcés, pour qu'il n'y ait pas de confusion ou d'amalgame et donc donner plus de précision, plus d'informations sur ces mots, pour que le texte soit bien, pour qu'il y ait une cohérence hein, par rapport au texte. Alors, ici, nous arrivons à la partie analyse historique bon, que nous allons essayer de commenter à partir des images, parce que l'intérêt de ce type de manuscrit sur lequel je travaille depuis quelques années, c'est que, bon, ce manuscrit qui parle de l'histoire sociale, euh, 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 sont d'abord l'histoire récente, l'histoire récente euh, qui concerne l'occupation coloniale, mais aussi l'histoire euh, euh, comment dire, pas diverses, mais multiples, qui concernent plusieurs sociétés. Plusieurs sociétés, d'abord les sociétés africaines, mais aussi les sociétés arabes, les sociétés européennes, etc. Donc, parce qu'il y a des croisements de cultures et aussi des croisements d'histoire par rapport à ça. Et donc, ici, nous avons dans cette analyse historique, nous disons que ce texte de Buhari Tamide est un texte hein, qui donne la voix aux érudits locaux pour raconter cette page de l'histoire coloniale. Parce que jusqu'ici, comme vous le savez, l'histoire est racontée par le vainqueur, mais on ne connaît pas l'histoire des vaincus. Et donc, en quelque sorte, c'est ça. Et c'est de dire, voilà ce qui s'est passé,
lors de cette mission, la mission intitulée du Haut-Soudan ou mission Casamajou. Donc, voilà, ici, nous avons bien sûr cette photo ce qu'on appelle le Birni, hein, le palais, la cité royale, hein, le sultanat des Andes. Et puis aussi les hommes influents, hein, de cette cour royale, hein, notamment un certain Malam Yaro, qui était très connu et qui a joué un rôle d'intermédiaire entre les Français et le sultan. Donc, alors, ici, nous avons, toujours dans cette analyse historique, voulu présenter cette carte parce que nous voyons sur cette carte, bien sûr, Zander ici. Et, alors, à Zander, nous avons ce village, hein, Danladi, qu'on a vu. Donc, Danladi, ça peut être nom propre, hein, de personnes comme nom de lieu. Voilà, donc tous ces villages autour de Zander. Alors ici, un plan de Zander, et ce plan de Zander qui montre, c'est un plan qui restitue, hein, l'arrivée, hein, le moment colonial, hein, de l'arrivée des Français, la présence, hein, de cette mission du Haut-Soudan dirigée par le capitaine Kazemajou à Zander. Donc ici, bien sûr, nous avons ici le Berni, hein, Zander, la cité de Zander. Après, nous avons le fort ici. Et ici, nous avons le village de Zango. Le Zango, c'est un peu la partie périphérique, hein, où, bien sûr, les nomades, les voyageurs, une sorte de carrefour, n'est-ce pas, où les voyageurs s'arrêtent, où les nomades, avec des nomades, les campements des nomades, etc. Et donc, c'est une image des Andes. C'est très important également, c'est important à le dire, parce que dans l'étude de ces manuscrits, il faut aussi avoir, bien sûr, le croisement de plusieurs sources. On ne peut pas s'arrêter seulement au texte arabe. Il faut un maximum d'informations et il faut croiser à la fois le texte arabe et la tradition orale. C'est important de faire le terrain, aller vers des personnages, des personnalités, en tout cas choisies, qui connaissent l'histoire ou qui connaissent la région et qui peut, en tout cas, enrichir le travail. Donc, du coup, la tradition orale, c'est aussi, on peut aussi consulter des collections, des sources orales, c'est qu'on dit, des sources orales, pour enrichir le travail. Également, c'est important aussi de voir les sources, les archives, hein, ce qu'on appelle, puisque cette période concerne la période coloniale, on ne peut pas écarter les archives coloniales pour confronter les sources et aussi les informations. Et donc, ça, c'est très important, du coup, surtout sur cette affaire, cette mission Casamajou, a fait couler beaucoup d'encre, hein, parce que ce capitaine a été assassiné et en France, les journaux, les gens, ils en ont parlé. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette mission-là. Et donc, c'est important de aussi confronter les sources aussi pour
avoir la bonne information. Parce que aussi, dans certains cas aussi, pour éviter de rentrer dans des manipulations. Alors ici, toujours dans cette analyse historique, nous avons également une image du capitaine Casamajou qui a été assassiné à Zander, et puis aussi une image de cette mission. Donc, on voit très bien que ici, il y a ce qu'on appelle les tirailleurs. Hein. Ah, ils étaient, les, les, les colons étaient accompagnés des tirailleurs, ce qu'on appelle des tirailleurs, qui sont très souvent soit des Maliens ou des Sénégalais, qui, en tout cas, qui sont les plus nombreux, hein, et qui portent aussi les, le matériel de, de cette, pour cette mission. Et donc ça, c'est une image qui aussi, certains détails de ces images aussi sont relatés dans les manuscrits. On fait aussi des va-et-vient pour mieux comprendre les faits et le récit qui est rapporté. Alors ici, toujours Casamajou, une façade du fort Casamajou, à Zander, et puis aussi les notables de Zander. Les notables de Zander. Alors, donc, après, bien sûr, ces éléments liés à la description du manuscrit et aux études codicologiques, également aux analyses des termes linguistiques ou présentation également de ces termes linguistiques qu'on peut trouver dans le texte et également cette brève analyse historique du manuscrit, des éléments historiques, parce que tout ça, c'est des éléments qui gravitent autour du manuscrit. Ce n'est pas le contenu, mais qui gravitent et dont leur connaissance est indispensable pour mieux approfondir l'analyse du manuscrit. Alors, bon, bien sûr, c'est seulement après toutes ces étapes-là, et également l'édition critique, il faut bien sûr que le texte arabe, bien sûr, avant la traduction, je vais devoir vous montrer également ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de ce manuscrit, hein, de ce manuscrit que je viens de montrer et que j'ai choisi d'éditer. Voilà ce manuscrit. Voilà l'édition critique. C'est important de le montrer. Après avoir fait l'édition critique, voilà le texte arabe ici, et qui est une édition critique qui est en cours, qui n'est pas finie. Voilà donc le texte arabe qui doit accompagner l'édition critique, qui doit accompagner le travail de publication. Ici, nous avons bien sûr mis en rouge certains mots sur lesquels nous cherchons encore d'informations. Et nous avons, comme nous le faisons d'habitude, essayé de séparer, bien sûr, la rédaction électronique est différente de la rédaction manuscrite. Et donc, du coup, par exemple, la fin du folio 1, donc c'est tout ça là. Donc, de là jusqu'ici, nous séparons ça
qui est indiqué avec folio 1. Maintenant, folio 2 commence par Msal Hayr, donc ici, jusqu'à... Et c'est comme ça, on a séparé les différentes folios. Folio 1, alors là c'est la folio 3. Donc, on doit avoir folio 2, folio 4, et c'est ainsi de suite, folio 5. Et nous avons séparé dans le texte les folios. Ça permet encore de faire les va-et-vient entre le manuscrit, enfin, l'original, le texte original et le texte édité. Et donc, et aussi d'ajouter en note de bas de page les informations recueillies au fur et à mesure. Alors ça, c'est l'édition. Donc, bien sûr, avant d'arriver à la traduction, il faut que tout ce travail-là soit fait de façon approfondie. Cela permettra d'éviter, bien sûr, de traduire des erreurs. Parce que vous savez, comme je n'ai rien à vous apprendre, mais si on traduit, si le texte au départ est mal, présenté, et la traduction sera aussi mal présentée, ça sera une mauvaise traduction. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on passe plus de temps à la vérification et à l'analyse et à l'édition critique du texte, du manuscrit. Alors, par rapport, je reviens à la traduction. Je prends le PowerPoint. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Alors, donc, voilà, la traduction bien, obéit à des règles. Hein, pour, comme je l'ai dit, il faut déjà avoir fait toutes ces étapes-là, ces phases de description, d'analyse, d'étude, de critique, d'analyse, d'édition critique, d'analyse, avant de songer à la traduction. Et donc, bon, la traduction elle peut s'effectuer d'unité par unité des éléments constituant le texte d'une langue de départ vers une langue d'arrivée. Donc, c'est vraiment à partir d'une langue pour arriver à une autre. La traduction, bien entendu, au départ, ne respectera pas l'agencement syntaxique normatif de la langue d'arrivée. Elle est par la suite réaménagée en rendant le texte fidèle au texte manuscrit. Donc, tout le travail doit être fait pour rendre le texte fidèle. Donc, comme on dit, une traduction, c'est une transformation. Donc, une traduction est également une proposition. C'est jamais à 100% le texte du départ. Donc, on propose une traduction. Alors, donc, je ne sais pas si le temps nous permet de lire un petit passage traduire ici. Alors, dans ce passage que j'ai sélectionné sur le récit de la venue de la mission Casémajou à Zander, on raconte que le roi s'est lancé dans la préparation d'une conquête à Kano. Donc, Kano, il s'agit aussi de conquête. Hein.
Au même moment, les Français Casamajou étaient venus. Ils voulaient conquérir Rabat. Rabat, c'est plus à l'est du Niger. Donc, le conquérant Rabat qui menaçait, bien sûr, qui faisait la loi avant, bien sûr, l'arrivée des Français. Et Casamajou passa par Zander. Quand il était venu à Zander, il s'était installé sous un arbre. Il y avait passé la nuit, lui et ses compagnons. Le matin, il rencontra le roi, lui et ses compagnons. Quand ils arrivèrent à la porte du roi, il demande l'autorisation de rentrer. Il rentre et salue le roi. Le dernier répondit, les accueillit et les honora bien. Ensuite, le roi dit à sa cour, je vais voir un tel, il comprend l'arabe. Donc, je vais voir un tel, il comprend l'arabe. On l'amena devant le roi. Le roi dit, je veux que tu sois entre eux et moi un interprète. Il dit, oui, j'ai entendu et j'obéis. Et il se tourna vers le Français et parla en Haussa. La coïncidence fit qu'il y avait parmi les militaires quelqu'un qui parlait arabe. Il répondit en arabe, il leur demanda ce qu'ils voulaient. Ils exprimèrent ce qu'ils voulaient. Puis le roi dit à cet homme, tu peux les héberger chez toi. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est l'arabe qui, qui est, comme vous le savez, hein, la langue des cours royales. Et également, les Français, ils ont la connaissance, ils sont au courant de ça. Et ils se sont préparés parce que dans la mission, ils ont aussi des comment on les appelle, des interprètes, des gens qui parlaient l'arabe et qui interprètent, qui rendent les, les informations. Et c'est là, ici, ces interprètes qui sont euh, des, enfin, qui sont les intermédiaires entre le roi et les Français. Donc, dans la cour royale, bien sûr, le roi demande, fait appel à quelqu'un qui parle arabe. Et de la même manière, parmi les membres de la mission, les Français. Monsieur le docteur, Avec eux, hein, les gens qui parlent l'arabe se font en arabe.
Désolé, il y a eu un petit... Alors donc, je continue hein, avec cette interruption brutale. Alors, voilà, l'installation des communautés Touareg à Zander, l'intronisation du roi Suleiman et le règne de ce dernier, histoire de Mejan Ali, les relations entre marabouts et sorciers, donc marabouts et les féticheurs locaux, souvent des petites histoires entre marabouts, enfin savants, lettrés, musulmans et les féticheurs, hein, ils se font des souvent se mettre à l'épreuve, hein, la mise à l'épreuve de ces leaders religieux, la mise à l'épreuve du roi Suleiman, Ramadan et querelles de famille au sein du palais royal. Donc, le Ramadan, le jour du Ramadan est souvent source de querelles aussi au sein des familles et au niveau du palais royal. Souvent, les gens discutent et ils viennent au niveau du palais royal. Le roi est lié, la maladie et la mort du sultan Suleiman, l'intronisation du nouveau roi Amadou et le partage du pouvoir avec les marabouts. Le roi Amadou mena des conquêtes, notamment la bataille de Kano, l'arrivée de la mission du capitaine Kazemaru, dont on vient de parler, les représailles, une nouvelle mission à Zander, en direction de Zander, Malan, capture Lydie, cher roi, les armées des prophètes ont été vaincues avant toi, parce que Dieu les Très-Haut nous dit, ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Le roi Amadou et le retour des fuyards, etc., etc. Alors, il s'agit de l'histoire des missions de reconnaissance des anciennes colonies hein, du Niger, le Soudan notamment, au 19e siècle. Et donc, cette mission de reconnaissance fut celle qui fut confiée au capitaine Louis Montin d'abord. Il avait en charge la concrétisation des thèmes de la déclaration franco-anglaise du 5 août 1890 qui définit les zones d'influence française et anglaise, de part et d'autre de la ligne joignant Saï sur le fleuve Niger à Barwa sur la rive du lac Tchad. Donc, de Saï à lac. Donc, c'est vraiment une mission de reconnaissance. Et donc, alors, ce texte, ce manuscrit est un document historique écrit par un lettré local dans lequel on note une alternance de discours direct et indirect et qui traite de la vie sociale, politique et culturelle des Zander, des conquêtes, comme j'ai eu à dire. Hein. Et donc, c'est un texte qui a une utilité sociale, mais aussi une utilité scientifique. Et je voudrais, il y a un élément que j'ai oublié de vous montrer, donc la proposition de traduction qui est toujours en cours sur le manuscrit, la traduction en français que nous avons commencé. Alors, c'est pas ça, français. Présentation, traduction. Donc, c'est le document, c'est vraiment la traduction en cours du texte arabe que je viens de présenter.
et qui est en cours, parce que nous avons encore des éléments à ajouter et nous espérons finaliser ce texte en l'an 2022 et qu'il soit publié dans la même année. Donc, ça, c'est Inch'Allah, on va dire. Donc, nous avons encore des détails à ajouter avant la finalisation du texte de cette traduction. Alors, donc, je disais que c'est en guise de conclusion que c'est vraiment, ce type de texte est très important parce que d'abord, bon, il a une utilité sociale. Avec l'expérience de travail sur le Tare Sinder, Tare Sinder qui n'est pas Tare Zander, j'ai compris que c'est très important bon, c'est vrai que le travail, édition, traduction, ça demande beaucoup de travail, mais que cela soit aussi fait sur en rapport avec l'intérêt social pour vraiment faire adhérer la population, parce que les gens veulent aussi s'approprier de leur histoire et de leur passé. Donc, dans cet élan-là, c'est important de, d'aller vers l'étude des manuscrits qui parlent de récits de vie, des manuscrits qui traitent des récits de vie, et parce que le texte l'histoire des signes, avant même la publication, a montré son utilité sociale parce que je me rappelle lorsque le roi est décédé, et pour faire les élections, les ayants droit, les autorités, ils sont venus me voir pour me demander le texte pour pouvoir désigner et faire la liste des ayants droit pour éviter à ce que les gens qui n'ont pas qui sont pas de façon légitime, hein, qui n'ont pas droit à cette succession, puissent se donner ce droit-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent la politique et puis aussi l'argent pour devenir, pour acquérir des places de notoriété qui, en termes d'héritage, ne correspondent pas à leur passé. Et donc, du coup, ce manuscrit a servi de base pour cadrer la liste, pour réaliser, pour faire la liste des ayants droit, ceux qui sont aptes à conquérir, à conquérir le pouvoir, à se présenter devant la population pour succéder au défunt roi. Voilà. Et donc, il y avait une utilité immédiate et sociale immédiate. Également scientifique, parce qu'il y a une utilité scientifique, parce que ça, là aussi, ça permet aussi d'avoir d'avoir des voix locales, hein, des voix locales de l'histoire dans le processus de construction historique ou d'écriture historique. C'est important qu'on fait appel également aux, aux informations locales, aux auteurs locaux
la version locale hein, de l'histoire pour ne pas se fier simplement à la version du plus fort, hein, du vainqueur. Donc, c'est important de savoir aussi de l'autre côté, c'est que la population aussi pense de cette histoire mouvementée et de ce qu'il y a eu, parce que ça n'a pas été, contrairement à ce que on fait croire, que c'était une histoire sans résistance, c'était une histoire, une colonisation sans résistance facile. Donc, à travers ces écrits, on se rend compte que les choses n'ont pas été aussi faciles qu'on le pense. Donc, je m'arrête. S'il y a des questions, je répondrai à vos questions. Je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف الحال؟ ما دام يعني لم يسأل أحد من الزملاء فمن الممكن أن يعني أتناقش مع حضرتك حول بعض القضايا خاصة بإجراءات التحقيق لهذه النسخة. يعني هل الصوت واضح؟ يعني واضح بصر حضرتك؟ Là, au début, je n'ai pas entendu. Maintenant, si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Merci de reprendre votre question. أود النقاش مع حضرتك حول بعض القضايا الخاصة بإجراءات التحقيق لبعض النسخ الخطية، بعض المخطوطات يعني التي قمت بتحقيقها. أولا شكرا على هذه الورشة القيمة، وحقيقة استفدنا منها، ولكن هناك بعض النقاط البسيطة. ذكرتم في بعض في التحقيق ببعض المخطوطات أنكم لم تعتمدوا على النسخة الناقصة واعتمدتم على النسخة المكتملة. سيد فيني، هل تسمعني؟ Oui, c'est bon, oui. واعتمدتم على النسخة الخطية الكاملة. هنا حقيقة فيه مشكلة. قد تكون النسخة الناقصة هي يعني أتم هذه النسخ وأصح هذه النسخ، ولكن وقد تكون هي النسخة التي تصلح أن يخرج عليها النقص، يعني يخرج عليها النص، بمعنى أن النقص ليس كافيا لاستبعاد نسخة ما من مجال التحقيق، بل يعني ربما تكون النسخة الناقصة هي أصح النسخ، فأعتمد عليها ثم أكمل النقص الموجود فيها من النسخة التالية لها. ليس هناك مشكلة في أن تعتمد على النسخة الناقصة في عملية التحقيق إذا كانت هي أصح النسخ. هي أصح النسخ في الجزء الذي يعني تعالجه من النص، الجزء الموجود فيه من النص. تمام، هذه واحدة، يعني لا تستبعد النسخة الناقصة من مشغلة التحقيق أو من عملية التحقيق بحجة أنها ناقصة فقط، بمعنى أن هذا النقص الموجود في هذه النسخة أو هذا النقص يمكن أن يعني تكمله من النسخة الأخرى، من النسخة التالية لها، لكن الجزء الذي تعالجه هذه النسخة من الممكن يكون أصح من النسخة الثانية. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنت قلت أنه لابد لتحقيق أي نص من وجود نسختين أو أكثر حتى تتمكن من ضبط النص أو مقابلة النص. يعني هناك في إجراءات التحقيق ما يسمى بتحقيق النص على النسخة الفريدة. يعني إذا وقفت على مخطوط
هذه المخطوط ليس له إلا نسخة فريدة، نسخة واحدة، يعني من الممكن أن تحققه، من الممكن أن يعني تعالجه تحقيقيا اعتمادا على هذه النسخة، لأن هذا ما يسمى في علم التحقيق بالنسخة الفريدة. وتبدأ يعني ضبط المتن على ما يسمى بالتحقيق الاصطناعي على المصادر الأخرى. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، وهذا أمر مهم جدا، أن النص العربي الذي تفضلتم بمشاركته أمامنا فيه أخطاء لغوية. هذه الأخطاء اللغوية واضحة، يعني من الممكن أن أحدد لك في صفحة 7 مثلا، أنا قرأت كده وكانت مش عارف معهم أو بينهم، ما هم يعني مرأة، تمام، يعني وكانت معهم أو بينهم امرأة. النص الأخير اللي الجزء اللي أنت ترجمته تصحبوهم إلى بيتك، كيف تصحبهم إلى بيتك؟ فالجزء الذي تفضلتم بعرضه باللغة العربية فيه أخطاء لغوية. هذه الأخطاء اللغوية لابد أن تضبط عشان يعني يستقيم النص. أنا أعرف طبعا أن الترجمة إن شاء الله صحيحة وسليمة، ولكن الجزء اللي يخصنا يعني باللغة العربية حقيقة يحتاج إلى إعادة ضبط لغوي، وهذا أمر يعني ليس شقا وليس متعبا. إذا عندنا 3 قضايا. القضية الأولى اللي هي قضية النسخة الناقصة، فمن الممكن تكون فيها معلومات مهمة جدا ومعلومات صحيحة، هذه واحدة. الأمر الثاني قضية النسخة الفريدة. أنا أعلم أن عندكم نقطات كثيرة جدا، ربما تجد نسخة واحدة، لا تستبعد يعني هذه النسخة الفريدة. ثم الأمر الثالث اللي هي الأخطاء اللغوية الموجودة في النص. شكرا دكتور، جزاكم الله خير على هذه المحاضرة القيمة. Alors, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour vos observations. Et donc, par rapport au problème de copie incomplète, donc ça, c'est... Alors, certes, la copie incomplète peut être l'original, mais là, lorsque je comparais avec la copie qui est complète, il y a une similitude. Hein? La même chose, sauf que l'autre est plus complet. L'autre copie est plus complète que l'autre, mais il y a toutes les informations, tout est identique. Sauf qu'il y a une qui est plus complète où nous avons toutes les informations et l'autre, bien que ancien ou original, mais il n'est pas complet. Donc, il manque des informations importantes. Et donc, pour l'édition critique, c'est celle qui donne plus d'informations qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on ne peut pas couper le récit, et surtout c'est un récit d'histoire qui ne peut pas être coupé. Alors, aussi, quand on a un sujet important, moi j'ai dit à mes étudiants, lorsqu'on a un sujet important, même si on n'a pas 2 manuscrits, si c'est un seul manuscrit, une seule copie, mais que le sujet est important et que le manuscrit mérite d'être édité, ben on peut éditer, mais on va expliquer que voilà pourquoi on a choisi d'éditer ça. On n'a pas trois copies, on n'a pas 2 copies, on a une seule copie, mais le manuscrit est très, très important, le manuscrit est très intéressant et qu'on a choisi de l'éditer. Donc ça, on peut faire ça. Et bon, les fautes, oui, c'est un travail qui est en cours. Et vous avez vu, il y a plein de remarques rouges. Donc, c'est un travail qui n'est pas fini. Nous pensons aux fautes d'orthographe, nous pensons à rédiger certains passages. En tout cas, il y a beaucoup de travail qui reste à faire avant la publication. Et donc, nous sommes conscients de ça et c'est un travail qui est vraiment en cours. Et je vous remercie.
Docteur Moumini, s'il vous plaît, il y a des questions que vous avez envoyées sur la chat. La première question, c'était quelle est la façon que vous avez adoptée avec les manuscrits rares et uniques? Il y a une autre question, quelle est la possibilité de traduire l'édition critique de Zender en d'autres langues différentes que langue française et l'anglaise? Okay. D'accord. Il y a d'autres. Oui. Je le répète ou vous avez avec moi? Alors, la première question, c'est? Pardon? La première Donc, question, c'était quelle est la oui. façon que vous avez adoptée avec les manuscrits rares et uniques? Ah, OK. D'accord. Bon, ma façon d'adopter pour l'analyse étude critique ou donc la méthode d'étude ou d'analyse des manuscrits, c'est une seule méthode pour tous les manuscrits. Moi, j'ai dit pour tous les manuscrits, que ça soit rare, unique ou voilà. Donc, la rareté ou l'unicité du manuscrit ne fait que augmente à sa valeur. Il n'y a qu'à sa valeur. Mais il peut y avoir des manuscrits rares ou uniques, mais dont le contenu n'est pas rare. Voilà. Et donc, c'est la rareté et l'unicité, par rapport à la méthodologie de travail, c'est la même méthode. Que ce soit un manuscrit récent ou rare, c'est la même méthode. Il faut passer par la description du manuscrit, une étude codicologique et également après une étude codicologique du manuscrit, c'est-à-dire la présentation du manuscrit. Il faut faire aussi une édition critique, une étude critique du manuscrit avant de passer à la traduction. Mais ce n'est jamais la traduction avant, parce que si vous traduisez avant, vous allez traduire avec des erreurs et vous n'aurez pas toutes les informations qui concernent le manuscrit. Donc, c'est souhaitable de passer par la description, une étude codicologique du manuscrit, ensuite l'édition critique et ensuite la traduction. Alors, par rapport à la deuxième question, alors la traduction dans d'autres langues, anglais ou français, alors en tout cas les deux publications que j'ai eu à faire étaient en français. Et très souvent, on ne peut pas faire dans une édition, dans un travail de publication, mettre deux langues. Mais on peut, à la fin une fois que le livre est publié, on peut choisir de le traduire en anglais, en chinois, au japonais, etc. Donc, moi, c'est le français, c'est la langue de travail, de publication que je maîtrise. Mais je ne refuse pas de traduire ces publications en anglais ou dans une autre langue hein, de travail. Mais bien entendu, ici, dans le cadre des publications d'édition des manuscrits, vu que l'arabe, c'est la langue de base des manuscrits, c'est sûr que dans l'édition critique, nous aurons le texte arabe et puis la traduction en français ou en anglais. Donc, il arrivera que je publierai aussi, je ferai la traduction en anglais. Mais ça peut arriver aussi. Mais je dois aussi améliorer mes performances en anglais pour arriver à faire une publication scientifique en anglais. Voilà, merci. Oui, quelle est votre méthodologie de manuscrit chez vous en considéré comme une édition critique? Ah, quelle est la méthodologie chez moi? Moi, la méthodologie que j'utilise, c'est la même méthodologie que partout ailleurs. C'est-à-dire la méthodologie qui est utilisée par Bin Bin, qui est au Maroc, hein, avec
grand spécialiste de la codicologie, mais aussi c'est la méthodologie utilisée en Europe, aux États-Unis, c'est la même méthodologie. Donc, il n'y a pas, la méthodologie n'est pas personnalisée, c'est scientifique. Et alors, pour moi, quel est votre collège que vous utilisez sur l'édition critique dans vos autres œuvres vous-même, sur les différents manuscrits? Ah, alors voilà, si, alors, manuscrit, parce qu'il s'agit de manuscrits en langue. Et là, bien sûr, bon, on va toujours partir sur la base de la description du manuscrit. On va parler mais dans l'édition critique, il y aura beaucoup de travail en termes d'analyse linguistique. Et puis aussi la description. Il faut faire une description du texte qui est produit en langue locale. Il faut faire la description pour que les gens arrivent quand même à lire ce texte-là. Parce que le texte qui est en langue locale, et donc se trouve entre deux langues, par exemple, puisque le caractère est en arabe et le contenu et la langue est une autre langue. Donc, c'est en Hausa, par exemple, ou Fulfulde, par exemple. Et donc, l'édition critique, là, ça demande plus de travail, de transcription et de connaissances linguistiques. Voilà, donc, mais il faut toujours aussi passer, comme pour les autres manuscrits, les autres textes, par étapes. La description, l'édition critique, la transcription, et l'analyse linguistique, et puis également avant d'arriver à la traduction. Merci. أشكرك سي مني على هذا العرض الشيق. لقد تحدثت عن أهمية دراسة خوارج النص مثل التملكات والوقفيات. هل لديكم نماذج من هذه من صور المخطوطات الخاصة بنسخة زندر أو تاريخ زندر عليها بعض الوقفيات أو التملكات حتى نستطيع التعرف عليها؟ Oui, le texte, oui, 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 pardon. هل تريد أن أعيد السؤال مرة أخرى؟ نعم. Oui, oui. S'il vous plaît. تحدثتم اليوم عن أهمية دراسة خوارج النص مثل التملكات والوقفيات، فهل لديكم بعض النماذج من خوارج النص على مخطوطة تاريخ زندر حتى يمكننا الاطلاع عليها؟ Alors, pour le texte de Tare Zenda, le manuscrit, j'ai expliqué que ce manuscrit-là provient d'un lettré d'Agadez, qui est encore vivant, mais qui est très, très âgé et qui s'appelle Bohari Tanoudé. Et donc, j'ai montré le manuscrit et j'ai montré aussi le lettré, c'est lui, c'est l'auteur de ce manuscrit. Et lorsqu'il a fait ce texte, ce manuscrit sur l'histoire des Anders, il a rédigé à la demande de Boubou Hama. C'est Boubou Hama, à l'époque, un lettré, homme politique,
très puissant il a travaillé avec Buhari. Et donc, quand il a fait ce manuscrit, il a donné à Abu Muhammad. Et donc, nous, notre bibliothèque des manuscrits, la bibliothèque des manuscrits de l'IRCH, est une bibliothèque euh, qui, qui rassemble la collection des manuscrits de toute la collection de Boubou Hama. Boubou Hama, c'est un savant, un lettré qui a aimé les manuscrits et qui a collecté les manuscrits. Et donc, nous avons eu sa collection de manuscrits qui est à la base de notre département, de notre bibliothèque. Il avait à peu près 2000 manuscrits. Et après, nous avons fait des acquisitions des manuscrits. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà comment nous avons eu ce manuscrit-là dans notre centre. Mais moi, depuis quelques années, j'ai aussi initié un projet de recherche un peu partout au Niger pour chercher des manuscrits pour aussi aider à trouver leurs manuscrits. Et dans le cadre de ce travail de recherche, il nous arrive à avoir des manuscrits, histoire de Cinder. Et là, c'est des manuscrits qu'on trouve dans les bibliothèques privées. Et là, bien sûr, quand les manuscrits sont dans les bibliothèques privées, il faut négocier pour pouvoir avoir une copie du manuscrit. Voilà ce que j'ai. S'il vous plaît, monsieur, je vais demander, vous avez comparé entre deux manuscrits. Oui. D'accord. C'était la même fabrication de papier, la même façon de l'écriture, ou être dans quelques éditions. Oui. C'était la même? Alors, depuis de la réalisation sur des papiers, l'encre, les dimensions, la façon de l'écriture, quand vous avez analysé pour faire la conservation et la préservation de ce manuscrit. Oui. Alors, le manuscrit, les manuscrits que j'ai montré là, les deux manuscrits, sont les mêmes en termes de contenu et du titre. Mais bien sûr, les écritures ne sont pas pareilles. Les supports de l'écriture, le papier, ce n'est pas pareil. Donc, les copistes, ce n'est pas les mêmes. Donc, le premier manuscrit que j'ai montré a été écrit par plusieurs copistes. Tandis que le deuxième, le manuscrit A été écrit par un seul copiste. Si vous voulez, on peut revenir au manuscrit, je peux vous le montrer. S'il vous plaît. Merci. Merci, cher directeur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous. C'était une présentation très amusante et richesse merci. des informations. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci, merci vous aussi. Merci. Merci beaucoup pour l'interprétation. Au revoir.